Que non. Nous passons aux délibérations suivantes. Donc il s'agit de la délibération 12 sur le plan pluriannuel d'investissement. Donc je ne vais pas trop détailler puisque ça, on a déjà vu le tableau dans le rapport de présentation. Pardon ? Vous avez pas le tableau ? C'est le numéro qui ne convient pas. C'est le 11. Tu as dû aller un peu trop vite. Oh. Comment mal agrafé? Comment? Ah, ben non. Je vais aller retrouver moi-même. Alors, où sont-elles? Ouais, d'accord, c'est pas grave. Bon. Donc il y a la 11 avant. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est le tableau. D'accord. Alors, c'est ça. Que je dirais qu'il n'y a pas de grand intérêt à regarder de manière détaillée l'ensemble de ces délibérations, qui sont effectivement recto verso, puisqu'en fait la synthèse est dans le tableau qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc je vous propose simplement de re-regarder rapidement le tableau, avec la correction par contre que je vous rappelle, qui est que pour l'extension école maternelle, il y a 7 700 € à rajouter sur le budget 2016 et sur le total de la ligne. Et c'est la délibération 12. C'est pour ça que je tenais à ma 12. Il y avait une raison. Il y avait quand même une raison. Et donc ça modifie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les totaux de la ligne, les totaux de la colonne 2016 et le total du total. Sur la 12, les 7700 apparaissent, hein, c'est bien ça? Oui, ils apparaissent bien mais ils ne sont pas additionnés. Hein, on a les 58 539,33 et il aurait dû avoir d'additionner les 7700. D'accord. C'est bon pour tout le monde sur la petite correction à faire? Voilà. Sinon, les délibs, ce n'est que la formalisation par délib du tableau. Mais il y a obligation de le voter l'une après l'autre. Hein. Oui. D'accord. Nous pouvons voter ou est-ce qu'il y a des expressions? Il n'y en a pas, semble-t-il. La 11. On commence par la 11. Sur la 11, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Sur la 12, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. La 13, même question. Avis contraire? Abstention? Unanimité donc. 14, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. La 15, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. La 16, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. La 17, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Toujours pas. Unanimité. 18, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas. 19, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. On peut donc maintenant passer à la 20. Donc la 20, il s'agit de demander une subvention dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement public local. Donc ça, c'est une nouvelle disposition dont je vous avais parlé lors du DOB, qui a été créée pour soutenir l'investissement des collectivités et essayer de limiter la baisse de l'investissement des collectivités en lien avec la baisse des dotations. Ce fonds a la particularité de pouvoir se cumuler avec les autres subventions. Donc nous avions demandé une DETR pour la mise en accessibilité, mais on peut cumuler. Donc le montant global des travaux, il est de 27 440 € hors taxe. Donc la DETR est demandée à un niveau de 20%, ce qui représenterait 5 488 €. Au niveau du fonds de soutien, nous demandons 40%, ce qui représenterait 10 976 €, et il nous resterait 10 976 € à financer. Et il vous est donc demandé
l'autorisation de solliciter ce fonds. Merci. Je suppose que ça n'appelle pas beaucoup de commentaires de demander une subvention. Nous y allons, nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Non. Nous sommes tous favorables à profiter de cette proposition du gouvernement actuel pour qu'il y ait une mesure de compensation justement par rapport aux baisses des dotations. Baisses des dotations que nous ne subissons pas à Mainvilliers, mais nous pouvons cependant profiter de cette possibilité donnée par le gouvernement. On continue. Foncier. Merci à toi Philippe. Foncier, Sylvie, c'est à toi. Donc, il s'agit de la redevance d'occupation du domaine public pour le centre socio-éducatif Jules Verne. Vu les articles cités et écrits, considérant que la commune confie à un prestataire la gestion du CSE Jules Verne et que pour cela la collectivité met à disposition des locaux appartenant au domaine public, considérant qu'en plus du contrat de marché public confiant la gestion du service public, la mise à disposition des locaux par la commune doit faire l'objet d'une convention d'occupation du domaine public, considérant que conformément à l'article CGPPP susvisé, ceux qui ont été nommés plus haut, de la propriété des personnes. D'accord. Je ne sais pas. Toute occupation du domaine public est soumise au paiement d'une redevance d'occupation votée par le conseil municipal. C'est pas nouveau en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve tous les ans. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de fixer la redevance d'occupation du domaine public pour la mise à disposition des locaux à des fins de gestion du CSE à hauteur de 1 200 € annuels, soit 100 € mensuels. Merci. Donc nous avons vu ça en commission plénière pour expliquer le montant qui était proposé. Est-ce qu'il y a cependant des questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. Nous passons à la jeunesse. Marc, c'est à toi. Alors l'objet, c'est la création d'un accueil de loisirs sans hébergement à LSH unique. 3 accueils de loisirs sans hébergement fonctionnent sur le territoire de Mainvilliers. 2 sont délégués à des partenaires privés et 1 géré en direct par la ville. Ces 3 accueils de loisirs accueillent un public de 3 à 12 ans et ont chacun leur propre fonctionnement. Ils accueillent en moyenne le mercredi durant les petites vacances une centaine d'enfants et ça peut aller jusqu'à 200 l'été. Ces 3 accueils de loisirs accueillent principalement des Mainvillois et sont peu fréquentés par les non-Mainvillois. Après une année d'études approfondies sur ces accueils de loisirs, il est proposé ce jour de reprendre en gestion directe les 2 ALSH délégués et de regrouper en un seul centre de loisirs. Cette gestion en direct permet de donner une visibilité plus forte à l'accueil de loisirs des enfants, de donner une cohérence éducative plus forte à la politique éducative recherchée par la collectivité, d'engager différents services de la collectivité dans une dynamique éducative transversale, de rationaliser des moyens humains et financiers, d'avoir une maîtrise plus forte de la politique tarifaire et d'harmoniser celle-ci, de stabiliser professionnellement des équipes éducatives dans le domaine du périscolaire, de gérer l'ensemble des temps périscolaires et extrascolaires. Le regroupement de ces 3 accueils de loisirs interviendra à compter du 1er septembre 2016. Il coïncide avec la fin des 2 marchés délégués en cours. En attendant la construction d'un nouvel accueil de loisirs sur le territoire, l'école Jean Zé maternelle et élémentaire, ainsi que la maison de quartier, seront utilisés pour accueillir l'ensemble des enfants sur les différentes périodes. Pour faire fonctionner cette ALSH et pour lequel une estimation d'accueil de 13 878 journées enfants est pressentie, des recrutements complémentaires vont intervenir. Il sera nécessaire également d'avoir à nos côtés des mises à disposition de personnel dans le cadre de conventions de prestation de services. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de créer un regroupement des structures d'accueil de loisirs sans hébergement en un lieu et une structure unique.
d'approuver dans un objectif d'intérêt général le principe d'une gestion directe de la structure du futur accueil de loisirs sans hébergement unique à compter du 1er septembre 2016. Merci Marc. Ce projet a été présenté en commission jeunesse, nous l'avons évoqué aussi en commission plénière hier. Cependant, c'est un projet majeur du mandat, à la fois celui de regrouper les 3 ALSH, et puis ensuite, second projet majeur, construire les murs, ce qui fait un projet global. Mais ce projet, on ne parle pour l'instant que de ce projet de regroupement en un seul ALSH, les 3 ALSH existants, parce qu'il y a des questions. Il semble que non, ou des questions ou des prises de position, déclarations. Marie. Voilà, je pense qu'on est aujourd'hui, par rapport à... C'est un grand pas qu'on vient de franchir, qu'on va franchir, en présentant un projet d'accueil de loisirs unique. Et moi, personnellement, je me félicite vraiment de cette décision qui va permettre que tous les enfants navillois soient accueillis dans les mêmes structures. Mon propos est un peu en lien avec le collège par rapport au début de cette assemblée. Je suis particulièrement attachée à ce que tout le monde puisse être dans les mêmes lieux. Oui. C'est effectivement, tu as parfaitement raison de le signaler. Il s'agit là d'un côté comme de l'autre de parler de vivre ensemble et de savoir le défendre et faire aussi en sorte qu'il soit possible. Les deux sont nécessaires. Et bien évidemment que s'il est hors de mon esprit et de tous ceux, à mon avis, beaucoup qui sont autour de la table, et en particulier ceux qui sont proches de mon équipe municipale, de faire en sorte que tout le monde marche au même pas, avance à la même vitesse, etc. Et donc, voilà, le droit à la diversité, etc. Il y a, en même temps, la nécessité d'égalité pour produire la fraternité, et que ceci passe par le fait de vivre ensemble, dans une même cour de récréation, dans une même cour d'accueil de loisirs, etc. Et que ça, c'est évidemment pour moi très important. Mais pour tous ceux qui vont voter cette délibération-là aussi. Oui, André. Moi, j'adhère à ce que vous dites complètement. La seule chose, c'est que là, par cette décision, on abandonne l'association des PEP. Oui. Qui ne sera plus prestataire. Qui ne sera pas prestataire. On ne l'abandonne peut-être pas, mais elle sera pas prestataire. On ne l'abandonne pas. Alors je laisse répondre Marc. On ne l'abandonne pas vu que les PEP se sont clairement positionnés pour être un acteur majeur du projet de territoire, déjà. Et deuxièmement, dans cette délibération, on fait bien apparaître qu'à nos côtés, on souhaite avoir des conventionnements avec des prestataires de services. Et les prestataires de services qui ont en gros du personnel à nous mettre à disposition pour nous accompagner dans notre rôle éducatif, sur le territoire, il n'y en a pas 50 000. On va refaire appel aux prestataires de services qu'on a actuellement, que sont les PEP ou les Hauts-Lagrange, voire d'autres qui viendront se proposer. Mais on est bien dans l'état d'esprit de continuer à partager avec eux, vu qu'ils partagent avec nous nos valeurs. Et nous on partage les leurs, donc l'idée c'est de continuer à travailler avec eux. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, dans les échanges, le travail, c'est un travail de plus d'1 an, d'échanges, on a beaucoup travaillé avec nos 2 délégataires qui, très objectivement, sont arrivés à la même conclusion que nous, de l'intérêt de faire un centre de développement. Donc, mon intervention la plus lieu d'être, je crois qu'il faut passer. Et donc, j'allais dire, on se débarrasse malheureusement, on abandonne un prestataire qui est un acteur essentiel de l'éducation, du monde éducatif et du monde éducatif depuis 1915. Et où j'ai été salarié. Oui, d'accord, je comprends mieux en plus. Mais déjà bien. Mais, attends, on ne s'en débarrasse pas pour tout ce que vient de dire Marc, et on ne s'en débarrasse pas non plus en tant que partenaire. Parce que là, pour le coup, et là, c'est plutôt en termes de partenaires, on fonctionne avec eux pour la colonie de Carole. Et là, on est en montée en pression.
Donc si d'un côté, effectivement, pour des raisons, on va davantage se passer d'eux, entre guillemets, enfin, il va être moins partie prenante, on va dire ça, moins partie prenante pour le centre de loisirs, on fait monter notre opération à Carole, classe des couvertes, ça s'appelle comme ça, et c'est avec eux qu'on agit. Donc, quelque part, leur savoir-faire, philosophie, etc., continuera d'imprégner nos petits Mainvillois. Puis c'était ça que tu voulais dire. Oui, oui, autre expression. Nous pouvons voter, c'est ça? Tu dis d'accord? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, effectivement, merci à vous. Vraiment, merci à tout le monde d'être unanime sur ce sujet-là, qui est un sujet majeur, comme l'a dit Marie. Marc, c'est le moment de faire une annonce, peut-être? Ah non, vas-y. Alors, une petite annonce. Après différents échanges déjà au niveau du bureau municipal, nous souhaitons mener sur la période de demain, on va dire, ou de ce soir tard, mais je pense que ce sera plutôt demain, à l'ouverture donc de cet alessage qui aura lieu vers le 4 ou 5 septembre, le premier mercredi d'ouverture. Nous souhaitons vivement trouver un nom à cette structure dès maintenant, sans attendre la construction du nouveau bâtiment, parce qu'il y a besoin, pour faire unité et montrer qu'on arrive dans une nouvelle dynamique, d'avoir un nom qui permette à l'ensemble des Mainvillois d'aller vers ce lieu qui est quand même qui est pressenti aujourd'hui et qui sera utilisé, qui est la maison de quartier. Si on la laisse baptiser maison de quartier, ça risque de rester connoté ou de donner l'impression qu'on s'adresse essentiellement aux enfants des quartiers prioritaires. Comme notre idée est tout le contraire, c'est vraiment d'être sur la mixité sociale et permettre d'avoir une structure pour l'ensemble des enfants de Mainvilliers. Donc on va vous proposer tout un travail recherche d'un nom qui va se faire en 3 étapes. Première étape, comme on est ville à mise-enfants et qu'on tient à ce que les enfants aient la parole, on va interroger les enfants dans les différentes structures périscolaires qu'on gère au sein de notre conseil municipal d'enfants, mais aussi par le biais des écoles, pour avoir des idées de noms. Et les périscolaires qu'on ne gère pas. Ah oui, périscolaire, oui. Et aussi nos collègues, nos structures accueil extrascolaires actuellement, c'est-à-dire les structures existantes. Ça va être pendant, on va dire, un bon mois et demi. Après, il va sortir une liste avec quelques noms qu'on proposera par le biais du nouveau site de la ville d'être proposé à l'ensemble des Mainvillois pour avoir leur avis et leur choix sur le nom qui leur paraît le plus adéquat. Et ça, et donc, dans le même temps, nous ferons une commission d'élus et de partenaires pour aussi se confronter et échanger autour de cette liste. Et avec cette commission qui va être réunie et le sondage qui va être fait sur le site de la ville, ça reviendra donc au conseil municipal de fin juin, pour une décision finale sur le nom qu'on donnera à cet accueil de loisirs. Voilà, je pense que je n'ai rien dit. A priori, pour moi, c'est bon, Marc. Voilà, donc on ne peut qu'inviter tout le monde à trouver un nom qui parle de mixité, de vivre ensemble, comme on l'a imaginé depuis le début de notre projet de mandat. Voilà, merci. On passe au juridique, c'est bien ça, juridique, et c'est moi qui rapporte cette délibération. On passe sur un sujet moins porteur, on va dire, construction et gestion du crématorium, moins rigolo. Voilà, notre crématorium a besoin de mise en conformité avant le 17 février 2018. Donc il n'y a pas d'urgence, mais notre délégataire était prêt à agir dès maintenant. Et il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se faire dès maintenant. Cette mise en conformité consiste en la pose d'un système de traitement et de filtration des rejets pour les abaisser par rapport aux valeurs limites imposées. Le coût des investissements est de 503 350 € hors taxe, ce qui conduit bien évidemment à une augmentation, il est inscrit modérée,
là, évidemment, c'est un jugement de valeur, donc chacun peut avoir un jugement différent, augmentation forte, très modérée, enfin, tous les avis ont le droit d'exister. Les tarifs de crémation, en tout cas, ce sont surtout l'augmentation conduit à un tarif qui est dans le prix du marché par rapport au crématorium voisin et ayant le même niveau de conformité. Et donc, d'autre part, un réaménagement des redevances versées dans le cadre de la délégation de service public à la commune, et ces investissements seront amortis sur la durée restante de la convention, c'est-à-dire jusqu'à échéance février 2031, sans bouleverser son économie générale. Donc ça, c'est le plus important. Après, il y a autre chose, c'est que par ailleurs, il y a un plateau spécifique et indispensable pour garantir la crémation des cercueils qui sont des cercueils faits en cellulose. Et donc, étant en cellulose, ils sont évidemment moins rigides. Et donc, il faut un système pour éviter des choses qui seraient malencontreuses. Et ce plateau spécifique, il a un coût. Et ça nous revient de le fixer aussi dans le cadre de la DSP. Considérons que le projet d'avenant augmente le montant global de la convention de plus de 5%. Donc, la commission que nous avons désignée au dernier conseil a été saisie le 11 mars dernier, a émis un avis favorable à l'unanimité. Et donc, il vous est demandé aujourd'hui d'approuver cet avenant numéro 4, d'approuver le nouveau règlement intérieur, de m'autoriser à signer tous les actes et documents administratifs, et de m'autoriser également à déposer et à signer tous les documents d'urbanisme. Il y a une déclaration de travaux, oui, je pense, qui sera nécessaire de déposer. Est-ce que vous souhaitez d'autres renseignements? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? L'unanimité, donc, merci à vous pour valider la négociation quelque part que nous avons eue avec notre délégataire. Ressources humaines. Jean-Yves, c'est à toi. Alors, comme vous le savez, des quartiers de Mavier ont été choisis par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et notamment au niveau régional. En conséquence, pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de créer un emploi de chef de projet en rue. Alors, il ne s'agit pas d'un emploi pérenne, donc ce sera un emploi contractuel. Dans ce cadre-là, les emplois contractuels, je parle sous le contrôle du directeur, ne peuvent être supérieurs à 3 ans. Donc nous vous proposons une embauche de ce chef de projet pour une première durée de 18 mois. Et dans 18 mois, nous verrons ce qu'il convient de faire. Voilà, tout à fait. Et dans le cas d'une prolongation, je pense d'ailleurs que ça vous sera soumis. Oui, bien sûr. Il sera probablement nécessaire de continuer, mais il faut d'abord faire des études. Donc, comme on fait d'abord des études, il faut s'engager que pour 18 mois. Donc, c'est la formulation habituelle. Création, donc, il est proposé au conseil municipal de créer ce poste de chef de projet en rue, d'autoriser le maire à le recruter. Donc, ça sera un poste, certes en contractuel, mais il aura un profil de niveau de cadre A. Et je crois effectivement, et qu'on a mis la rémunération, maximum de sa rémunération possible. Et comme toujours, ce qu'on vous avait déjà essayé d'expliquer, le poste choisi après et la rémunération est fonction en tant qu'à la fois de l'expérience et des diplômes des candidats. Et bien entendu, en même temps, on modifiera le tableau des emplois. Et, sachant que c'est un emploi donc à durée déterminée, on souhaite en même temps bonifier un petit peu son salaire par rapport au cas où il ne le serait pas. Et notre projet en rue passerait pas si on n'avait pas de responsable de projet. Tout à fait. C'est pas pour avoir quelqu'un en plus.
C'est une obligation. C'est une obligation par ailleurs. C'est une nécessité pour nous, mais c'est une obligation par ailleurs. Voilà. Maryse, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, sachant que je crois que beaucoup de choses ont été dites. La seule chose, Vas-y. Ouais, comme tu veux. la seule chose par rapport aux 18 mois, c'est pas, c'est même plutôt un avantage, puisqu'en fait, 18 mois, c'est le temps des études. Donc là, on a vraiment besoin de quelqu'un, je veux dire, avec une grande part administrative et de technicité sur les dossiers, sur le montage de dossiers. Et ensuite, quand on aura fini cette phase d'études, donc on rentrera dans une phase opérationnelle, on peut avoir besoin d'un autre profil. Enfin, je suis pas sûre, moi, que ce soit le même profil. Que ce soit le même profil. On verra à ce moment-là. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mettez votre micro. Ce qui m'étonne un petit peu avec toutes ces créations de postes qu'on fait depuis quelques temps, alors que nous, l'Interreto nous demande de faire des économies, mais on fait des économies où et comment? Parce que là, vous faites des créations de postes. Donc je suis pas vous venez dire toutes ces créations. Alors c'est quoi? Lesquelles? Vous venez de mettre au pluriel. Toutes ces créations. Parce qu'il y en a eu plusieurs depuis qu'on est au conseil municipal. Dites-moi, lesquelles? Je suis pas contre qu'on embauche quelqu'un. Non, mais lesquelles créations? Quel poste, comme là, par exemple, celui-ci. Non, mais toutes ces créations. Ah non, je vous prends au mot, je ne joue pas. Moi, je vous dis, je n'ai pas tous les documents, mais vous prenez, depuis qu'on est là, on a toujours entendu parler des créations de postes, on a toujours accepté que ça soit n'importe quel poste. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, on nous dit, d'un côté, l'Interreto nous dit, il faut faire des économies. Sur qui et sur quoi? Parce que là, vous embauchez, vous cherchez une personne pour le projet. Moi, je veux bien, mais pourquoi justement à temps partiel, ou comme j'ai entendu hier, des contrats d'avenir, pourquoi vous ne prenez pas quelqu'un justement qui a des compétences, comme vient de dire Maryse, qui a des compétences, tout ça, au lieu de prendre quelqu'un par des emplois précaires, parce que moi j'appelle ça des emplois précaires, c'est quelqu'un, vous prenez une personne en CDI, à temps complet, et une fois pour toutes, même s'il y a besoin d'une formation, parce que là, à chaque fois, vous allez prenez des personnes, mettons pour 18 mois, dans 18 mois, on va faire un conseil municipal, dans 18 mois, vous nous allez dire, voilà, il nous faut aujourd'hui, mettons, un chef de chantier. Donc, on va recommencer à voter dans 18 mois pour un chef de chantier qui voudra dire double dépense. L'économie, elle est où? Alors, Madame Amour, premièrement, toutes ces créations d'emplois, je voudrais que vous me les alignez et vous me les donniez, parce que justement, donnez-moi la liste et on en discutera au prochain. Oui, parce que justement, on n'en crée pas, même si on a des besoins. Voilà. On a plutôt supprimé des emplois que créé. Donc, voilà, je ne veux pas vous laisser dire ou laisser penser, en ne réagissant pas, laissez penser à tout le monde que vous avez raison, que ce que vous dites est juste. Non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas beaucoup de création d'emplois. Ensuite, sur l'aspect CDD, j'ai l'impression que vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Maryse Legrand, parce qu'elle a répondu, son intervention était exactement la réponse à votre question. 18 mois, pour moi, c'est un CDD. C'est pas ça le problème. C'est que vous avez dit qu'il faudrait un emploi à temps complet. Elle ne va pas à temps complet, un emploi en CDI, sauf qu'elle vient de dire que la personne, le profil de la personne dont on a besoin, il est probable qu'au bout de 18 mois, on n'en ait plus besoin. Et là, ce qui est très bon, Madame Amour, c'est que vous nous parlez d'économie et vous nous proposez d'embaucher quelqu'un en CDI dont on n'aura pas besoin au bout de 18 mois. Je pense qu'il y a une petite contradiction dans ce que vous proposez. Non, pas du tout. Vous croyez que c'est normal? Je pense que tout le monde l'a vu, sauf vous, alors. Vous croyez que c'est normal qu'on prend quelqu'un pour 18 mois, qu'au bout de 18 mois, vous avez eu comment ça s'appelle, un jeune, je crois que c'est en 2013, il a travaillé un an à la mairie. Après, on lui a fini son contrat. Vous avez repris quelqu'un d'autre à sa place. Mais est-ce que vous croyez que c'est normal de prendre des jeunes, même des moins jeunes, pour des petits contrats comme ça, au lieu de carrément... Là aussi... J'aimerais bien... je n'aime pas du tout que l'on donne des informations qui ne sont tronquées.
ce jeune que l'on aurait, ce jeune que l'on aurait pris pendant un an et que l'on n'aurait pas repris après, voilà. Si vous ne me dites pas qui c'est, on est dans l'impossibilité de savoir ce qui s'est passé, parce que c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a demandé une mutation, c'est quelqu'un... et donc, c'est peut-être pas du tout dû à une décision de notre part. Donc, merci une prochaine fois de nous donner l'information qui nous permet d'avoir ce que j'ai dit tout à l'heure, un débat qui soit de qualité. Hein. Ensuite, Maryse souhaite intervenir. Je souhaite réintervenir sur le domaine spécifique qui est le domaine de la politique ville. Je veux dire, quand je dis que les besoins peuvent évoluer, aujourd'hui, la politique ville en France, c'est des choses qui sont menées depuis une quinzaine d'années. Il n'y a que 15 ans qu'on commence à avoir un savoir-faire dans le domaine. Je suis désolée que ça ne vous convienne pas, mais c'est ainsi. Et on n'est pas sur des postes profilés classiques de fonction publique territoriale, ni de fonction publique d'État d'ailleurs. On est sur des profils de postes qui sont justement quasiment tous occupés par des personnes en contrat. C'est un temps. Je veux dire, prenez toutes les grandes villes, même les plus petites, on ne peut pas être chef de projet à vie, ça n'a aucun sens. Donc on est bien obligé dans ce domaine, puisque être chef de projet, c'est-à-dire c'est monter un projet pour une ville. Forcément, une fois qu'on l'a monté, le projet il passe à une autre phase. Donc nous, aujourd'hui, on a besoin du savoir-faire d'une personne qui monte le projet et qui puisse nous accompagner au niveau des études, qui puisse dialoguer avec l'ANRU directement au niveau régional. Et donc, c'est pas un profil classique d'un fonctionnaire. Enfin, j'espère que M. Mercier ne m'en veut pas, mais ce n'est pas un profil classique de fonctionnaire d'une fonction publique territoriale. Voilà. C'est pour ça qu'on est obligé de partir sur un contrat. Et comme en plus on est dans une collectivité territoriale, quand on recrute quelqu'un de contractuel, on est bien obligé de passer par des durées courtes. Voilà. Ça fait partie des autres règles. Mais par contre, effectivement, dans les autres délibérations, on verra qu'on ne propose pas des contrats, en particulier pour la LSH, on n'est pas du tout à la même, la même proposition, parce qu'on n'est pas dans la même situation. Quelqu'un voulait intervenir? Non? Juste pour dire qu'à propos de ce poste, on avait agi de façon strictement identique lors du précédent mandat pour le responsable de l'agenda 21. C'est effectivement un cadre A qui a été recruté en tant que contractuel, qui a été renouvelé un an de plus après sa première période et qui, une fois la tâche terminée, est reparti. C'était les règles du jeu. Il vaut mieux travailler quelquefois 3 ans et être bien payé et avoir tout de suite efficace pour la collectivité territoriale. Et un certain nombre d'entre vous l'a connu. Et il est parti en excellent terme avec les élus. Voilà. Autre intervention? Nous votons. Pardon. Estelle? Juste pour dire que je trouve la remarque et les propos plein de sous-entendus, surtout que le tableau des effectifs, c'est quelque chose où on en retire et on en a plutôt, et c'est des grands débats entre nous, on en a plutôt un peu retiré, même si oui. je pense pas beaucoup. Donc s'il vous plaît, Madame Allemande, je vous demanderai de suivre toutes les décisions que nous prenons ici précisément, et si vous venez de venir avec des éléments là aussi précis, puisque tout cela, on l'a voté, et il me semble qu'on est arrivé à la même date, nous deux, ici, dans ce conseil municipal. Donc, vous pouvez suivre exactement toutes les décisions qui ont été prises depuis avril 2014, ici en matière d'effectifs. S'il vous plaît, suivez un peu ce qui se passe. Alors, nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a donc des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions. Les autres sont favorables. Merci pour la politique de la ville. À ceux qui ont voté favorablement. Ensuite, délibération suivante. Je suis désolé pour le poste suivant. C'est un poste sur 6 mois. Ah oui, d'accord. Dans la mesure, et c'est légal, tout à fait légal,
c'est dans le cadre des surcroîts d'activité de charge de travail. Donc actuellement, il y a des services administratifs et comptables qui sont pris un peu à la gorge. Je pense qu'on aura une solution dans le courant du mois de septembre-octobre. Peut-être même avant. Peut-être même avant. Enfin, on fait tout pour que ce soit avant. Voilà. Mais... je ne pensais pas avoir l'autorisation en parler encore. Donc, pour faire le lien et pour que ça se passe le mieux possible, on aurait besoin d'un poste sur 6 mois, contractuel, administratif et comptable. Voilà. Donc c'est vrai qu'a priori, ça c'est un poste qui a vocation à être pérennisé maintenant, sauf qu'on n'est pas encore... voilà, on a un besoin urgent, il ne peut pas être pérennisé dès demain. Voilà. Mais ça va se faire dans les mois qui viennent, probablement. Une fois qu'on a dit ça, on peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité. Ensuite, on revient à l'ALSH, version création d'emploi. Là, c'est la mise en musique au niveau du personnel de ce que vous a présenté Marc et que vous avez voté, merci Marie. Donc, c'est l'ajustement, parce qu'on va reprendre en charge les accueils de loisirs, qu'en même temps on a le périscolaire et qu'on a le CAP. On a essayé de regrouper toutes ces informations pour arriver pour profiter de ce regroupement de l'accueil de loisirs pour avoir une gestion du personnel plus simple et plus adaptée et surtout plus intéressante pour les personnes qui travaillent dans ces centres. C'est-à-dire, pour l'État, vous savez que c'est en heures, c'est X, quelques heures par semaine, 4h30 par semaine. Donc là, dans la mesure où tout va être regroupé, on va essayer d'avoir des contrats. Alors de mémoire, j'allais vous dire, il y en aura un, c'est sûr, il est 35 heures. Il y aura 6 emplois de 31 heures au lieu de 4,5. 4,5 ou un peu plus. Ou un peu plus. On va essayer de faire des regroupements pour qu'ils aient un temps de travail relativement important. Et en plus, quand vous travaillez que 4 à 6 heures par semaine, c'est pas évident de fidéliser ces personnes, je comprends. Il suffit qu'ils trouvent un emploi ailleurs. Bon, là aussi, ça permettra d'avoir du personnel déjà dont on sera immédiatement les employeurs, et pas en passant par les associations extérieures. Et si je dis dans le Parlement, c'est pas grave. Oui, et pour eux, d'avoir, ce que j'avais dit, une activité de durée à peu près normale. Donc je crois que je vous ai dit, si tu veux compléter. Oui, Marc, complète. L'intérêt de cette délibération, c'est vraiment nous permettre, aujourd'hui au niveau du centre maternel, nous avons nos animateurs. Aujourd'hui, du côté élémentaire, on a tout à construire, vu qu'on récupère la gestion faite par deux structures. Hormis tout l'intérêt que Jean-Yves vient de développer sur proposer des contrats plus importants, l'idée c'est de se retrouver demain avec une équipe d'animation sur le territoire qui sera d'une quinzaine de personnes qui auront des contrats relativement importants et qui pourront travailler sur tous les temps péri et extrascolaires. À ça, il ne faut pas oublier, parce que vous aurez des livres dans les mois à venir, c'est pour ça que je préfère prévenir et préparer, ça n'empêche que sur le même moment, sur les temps TAP ou les temps périscolaires entre ce soir, nous avons besoin de plus de personnes que ces 15 postes. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de fermer tous les petits postes à 4h30 ou à un peu plus que 4h30. Donc il faut vous attendre lors des prochains conseils municipaux à avoir quand même une délibération autour de ces petits postes, mais comme c'est marqué dans la délib, ils seront en diminution, au lieu d'en avoir 15 ou un peu plus qui est 15, oui, il y en avait 15. 10 et 5. 15, on en aura logiquement au moins 6 de moins. D'accord ? C'est quand même l'élément important. Dernier élément,
Ça nous permet avec cette équipe-là de couvrir tous les temps extrascolaires, c'est-à-dire que le centre loisir, on ne fera appel à des animateurs, ce qu'on appelle vacataires, saisonniers, je crois, dans la fonction publique, que ponctuellement quand on aura besoin de renforcer pour accroissement d'activité, pour employer les bons mots. Donc voilà, ça sera surtout sur l'été où à première vue on aura besoin de renforcer un peu nos équipes. Et là, ça permettra de répondre à une attente importante, c'est-à-dire l'animation volontaire, qui permet à certains jeunes, étudiants entre autres, d'avoir un boulot durant l'été pour mettre un peu de beurre dans les épinards dans leurs études et dans leur vie au quotidien. Voilà, c'est pour compléter un peu le tableau et sans oublier ce qu'on disait tout à l'heure au niveau d'André. On va s'appuyer aussi pour avoir moins de personnes embauchées sur un prestataire pour qu'il nous accompagne en termes de personnel pour compléter nos équipes. Voilà, pour donner tous les champs. Merci. Des questions, remarques, demandes de compléments? Oui, madame. Y aura-t-il une économie ou ça sera à l'équilibre? Globalement, vous voulez dire, sur la LSH? Oh, les simulations faites laissent penser qu'on peut faire peut-être un peu d'économie, parce que justement, économie d'échelle, puisqu'il y a 3 structures, voilà, mais voilà, on peut être sûr qu'on ne sera pas au-delà, mais on va essayer de faire quelques économies en même temps. Mais on ne s'est pas donné ça d'abord comme objectif. Vous savez, c'est toujours la même chose. Voilà. Dans la durée, il devrait y en avoir. Au début, on ne peut pas le promettre. Enfin, en tout cas, on est plutôt dans cette tendance-là. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il y aura sûrement des dépenses, voilà, il va falloir voir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va être beaucoup plus soutenu par la CAF, l'Eure-et-Loire, parce qu'en termes de prestations de services, ce qu'on appelle la PSO ordinaire, ça c'est sûr que on va automatiquement augmenter par rapport aux chiffres qu'a montré Philippe tout à l'heure, parce qu'on va avoir beaucoup plus de journées enfants. Donc automatiquement on va augmenter, mais c'est des chiffres qu'on ne peut pas donner pour l'instant, parce que voilà, c'est pas tombé, la décision finale, ça sera au coup par coup, mais une chose est sûre, c'est que la CAF s'est engagée auprès de nous, suite à la signature du projet de territoire, à nous accompagner dans ce cadre-là financièrement. Pour l'instant, on n'a pas le niveau d'échelle, mais quand on l'aura pour 4 ans et on pourra vous présenter, et pour dans le cadre du contrat enfant-jeunesse. Voilà, donc ça c'est une certitude, mais voilà, ça ne nous fera pas gagner de l'argent. Ça nous permettra d'avoir des recettes supplémentaires. Bon, ça devrait quand même, les recettes supplémentaires, ça devrait théoriquement permettre quand même de diminuer le coût à la charge de la ville. Diminuer le coût, ça c'est sûr. Voilà. Mais voilà, on va essayer, mais on ne s'est pas fixé cet objectif-là d'abord. Parce que quand même, les paramètres ne sont pas tout à fait tous connus et que, voilà, on ne peut pas on va essayer, mais on ne s'est pas donné ça comme objectif premier. Oui. Quand on parlait de renforcer, donc pour, je ne sais plus ce que tu as utilisé comme terme, surproductivité, par exemple l'été. Jusque-là, tu parlais d'étudiants, donc je voulais savoir si ce serait comme quand ils étaient pris par les PEP, par exemple, pour un mois, ou est-ce que ce sera le principe des jobs coup de pouce sur 15 jours? Non, ça sera sur la période de vacances. D'accord. Il y aura une équipe de jeunes supplémentaires au mois de juillet, l'équipe de jeunes au mois d'août. Il pourra y en avoir un à la Toussaint parce qu'on est en diminution de personnel nous et qu'on a besoin et qu'il y a un surcroît d'activité. Mais ça sera vraiment... C'est vraiment quelque chose... Non. On va pas... du jeu... Enfin, ils ont besoin, quoi. Oui. Il y a Jean-Yves qui l'a dit hier en plénière, donc on peut le redire ici. Le jeu, c'est aussi de simplifier un peu le travail de la RH. C'est-à-dire que normalement, ça ne multiplie pas les contrats, ça doit normalement plutôt réduire le nombre de contrats. Sinon, il y a un problème. J'espère, parce que sinon, on a tout pas l'économie qu'on espère. C'est ça. Ok, d'autres interventions? Il semble que non, nous allons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous passons à la libération suivante. Contrat d'assurance, risque statutaire, centre de gestion d'Eure-et-Loire. Alors, le centre de gestion d'Eure-et-Loire est habilité à souscrire des contrats qui permettent aux collectivités territoriales, et alors je me méfie des termes que je vais employer, qui permet aux collectivités donc territoriales de se couvrir face aux non
aux absences, quelles qu'elles soient, du personnel. Alors, actuellement, avec le centre de gestion d'Air-et-Loire, on a effectivement 2 contrats d'assurance différents selon qu'il s'agit du CCAS, qui a une trentaine de personnes en gros, et la ville qui en a 150. Ces contrats sont différents, mais ils seront rediscutés. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on demande l'autorisation de négocier un nouveau contrat avec le centre de gestion de l'Air-et-Loire. Merci. D'autres oui. On les a rencontrés d'ailleurs, et un élément intéressant, c'est qu'effectivement, notamment en matière d'arrêt de maladie, la commune de Mainvilliers était plutôt bien placée. C'est-à-dire avec des arrêts, non, je ne sais pas dans quel sens il faut voir. Non, bien placé. Quand quelqu'un qui est chargé du personnel dit que c'est bien placé, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Plus qu'ailleurs. Plutôt moins qu'ailleurs. Plutôt en dessous de la moyenne. Voilà. Parce que quand on est en dessous de la moyenne, c'est pas forcément bien d'habitude, mais là c'est mieux. Alors, Jacques. Donc je confirme, parce que j'étais en séance ce matin sur le centre de gestion. Donc il y a alors effectivement, ça a été évoqué justement que la ville de Mainvilliers, on est quand même un bon élève dans ce domaine-là. Mais c'est surtout que vous parliez d'économie, et là c'est une belle économie d'échelle. Donc là c'est pas spécifique comme Mainvilliers, mais c'est à peu près sur des, je n'en fais plus, c'est 6 000 salariés, un peu comme ça. Très bien. Autre intervention? Selon la taille des établissements, soit, par exemple, la ville paye une cotisation en fonction de le risque qu'elle a rencontré lors des 3 ou 5 dernières années. Par contre, pour le CSAS, c'est beaucoup plus, comme il y a une trentaine de personnes, c'est mutualisé sur l'ensemble du département, je suppose. Du département. Sont peu importantes. Voilà. Ok. Autre intervention. Encore une fois, on a vu ça hier et ça a déjà été pas mal débattu. On y va, on vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes donc unanimes. Délibération suivante qui devrait être la dernière, oui. Alors, modification du tableau des effectifs. Là, il ne s'agit plus d'embauche. Il s'agit de, j'appelle ça dans mon jargon, de promotion, c'est-à-dire de changement de grade. Oui. En gros, ça fait partie des personnes qui ont, pour lesquelles change de grade en 2016 et qui n'étaient pas, dont le poste n'était pas ouvert dans le tableau des effectifs. Donc il faut les ouvrir. Vous savez, on nous a fait fermer des postes au tableau des effectifs, là, on vous en fait ouvrir pour un problème de promotion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 5 promotions, toute la commune, ça veut dire qu'il manquait 5 postes au tableau des effectifs. Mais pour certains autres, ils ont été nommés, il y avait le poste, donc... oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on crée des emplois, Madame Hameau, par exemple, pas du tout. Ça veut dire, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces personnes-ci, qu'il y aura des promotions que sur ces postes-ci. Il pourra y avoir aussi des promotions sur d'autres postes. Tout à fait. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut voter? Il semble que oui. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il y a des abstentions? Merci pour eux. Il est tard, mais je ne me rappelle plus, Jacques, tu veux dire quelque chose? Tu n'auras pas le dernier mot, c'est Denise qui va l'avoir. Vas-y. Simplement pour vous tous, je voudrais vous informer de l'ouverture d'un restaurant donc à Talmot, qui se fera le 8 avril. Donc depuis le temps qu'on était sur ce terrain-là, donc aujourd'hui, à partir du 8 avril, il y aura dans le principe l'inauguration du nouveau restaurant, là où il y avait l'ancienne coiffeuse. Dans le local de l'ancien coiffeur, oui. À Mainvillois, qui ouvre un restaurant.
restaurant. Restaurant plutôt quelque chose d'assez... Dans un premier temps, parce qu'il y a eu l'Assemblée Générale hier soir, donc il fallait feu vert de l'Assemblée Générale. Assemblée Générale de la copropriété. La copropriété. Donc pour l'instant, dans un premier temps, il va parler de la pizza, mais la pizza traditionnelle qu'il va faire de lui-même. Ensuite, on va aller sur un petit peu sur tout ce qui est restauration rapide, donc du steak frites, etc. Et puis on aura au moins une fois par semaine, dans un premier temps, soit une tagine, soit un couscous. Donc on aura quelque chose un petit peu qui ne reste pas que ce sera qu'on a connu jusqu'alors. Merci à toi, Jacques, parce que je sais que tu as beaucoup œuvré pour que ceci soit possible. Denise, tu as aujourd'hui le dernier mot. Tu dois nous dire pourquoi il y a 2 cadres avec des maillots dans la salle du Conseil. Qui ne se sont pas écroulés sur le public. Pas encore. Donc ces cadres ont été mis dans la salle du Conseil. Et le premier, c'est un cadre du football. Et le deuxième, c'est du cyclisme. Donc je vais vous dire brièvement ce qui s'est passé. Donc, pour la saison 2015-2016 en Coupe de France, c'était l'équipe mavilloise du club de football présidée par M. Frédéric Demey et entraînée par Samy Ahmed. Elle évolue cette saison donc en division d'honneur régionale où elle se place actuellement 2e du championnat avec une probabilité de monter en division supérieure la saison prochaine. Donc ça c'est déjà... Elle est donc allée en Coupe de France à l'automne. Alors, cette équipe de seniors a pour la première fois de l'histoire du club atteint le 6e et le 7e tour de la Coupe de France de football en battant les équipes de Chartres. Alors, d'abord l'équipe de Chartres 5-3, après tir au but le 24 octobre 2015. Ensuite, elle a rencontré l'équipe du club corse de l'Île-Rousse qu'elle a battue 5-3 le 14 novembre 2015. Voilà, ça c'est donc le périple de 6e et 7e tour. Ensuite, le périple de Coupe de France s'est stoppé au 8e tour dans la région parisienne, les Melvillois s'étant inclinés devant l'équipe du Blanc-Ménil 3-0, le 5 décembre 2015. Alors, la couleur du maillot vous étonne peut-être, mais ce maillot blanc n'est pas évidemment le maillot du club habituellement qui est couleur orange flambeau, mais celui qui a été porté par obligation complémentaire de la fédération par les joueurs de Mavilliers lors de leur match durant la Coupe de France. C'est l'explication de c'est le match qui a été porté pour le match contre Chartres. C'est le maillot qui a été porté pour le match contre Chartres. Ils ont des obligations d'avoir un maillot blanc, là, etc. Donc ils ont donné le maillot. Ensuite, le deuxième maillot. Alors, il n'y en a qu'un parce qu'elle en a trop. Le plus important, c'est le championnat du monde. Il appartient à Mélissandre Pin. Mélissandre Pin a différents titres. Alors, je vais vous dire tous ces titres. Vous allez les crier si vous voulez. Donc, elle était cadette en 2010 et 2011. Elle a été en 2011 championne de France en vitesse. En 2012, en junior, elle a changé de catégorie. Hier, elle a été championne de France encore en vitesse et championne de France du 500 mètres départ arrêté. Ensuite, en 2013, en junior, elle est championne de France encore de vitesse. Elle est championne de France aussi au 500 mètres départ arrêté. Et elle est deuxième du championnat de France avec ses copines, Ségolène Le Béron et Marie Le Fluxon. En 2013, en junior, elle est allée au Portugal. Elle est donc là-bas championne d'Europe en vitesse. Elle est aussi championne d'Europe au 500 mètres départ arrêté. Et en plus, elle est championne d'Europe au keirin. Donc championne d'Europe au keirin déjà en 2013. Elle est toujours junior en 2013, elle s'en va à Manchester, elle est troisième du championnat du monde de vitesse, en vitesse, deuxième du championnat du monde aux 500 mètres départ arrêté, et là, cerise sur le gâteau, elle est championne du monde du keirin. Voilà. Donc c'est là, c'est ce maillot-là qui est là. C'est le maillot de championne du monde qui est là, hein, d'accord ? Voilà, c'est ça. En 2014, elle est devenue espoir, elle change de catégorie, bien sûr, puisqu'elle grandit. Elle est deuxième du championnat d'Europe en keirin. En 2015, toujours en espoir à Athènes, elle est deuxième du championnat d'Europe en keirin.
Bien sûr, en changeant de catégorie, évidemment, elle change, elle est un peu moins forte. Les difficultés augmentent. En 2015, en élite, elle est 3e du championnat de France en vitesse et aussi championne de France au keirin. Donc elle est redevenue championne de France de keirin avec sa catégorie en 2015. Et en 2016, là récemment, elle est de nouveau championne de France de keirin. Voilà. Donc maintenant, la suite, eh bien, ça sera peut-être le championnat du monde de France. Nous verrons. On verra. Alors elle était aussi accompagnée de Marie Dufour. Alors Marie Dufour, c'est une jeune aussi cycliste du club de Mavilliers. Ça fait partie du club de Mavilliers, ces jeunes filles là. Elle est donc plus jeune de 2 ans que Mélissandre. Et en 2012, elle était 2e en vitesse. En 3e en vitesse par équipe avec Mélissandre, parce qu'elles font équipe souvent. En 2013, en cadette, elle est championne de France de vitesse, déjà, elle aussi. Elle est 2e du championnat de France en vitesse par équipe avec Ségolène Leveron et Mélissandre, donc elles ont fait une équipe à part. En 2014, en junior, elle a changé de catégorie entre-temps, elle est championne de France en vitesse, en 2014. Elle est championne de France aussi aux 500 mètres départ arrêté et 3e du championnat de France en vitesse par équipe. Là, évidemment, c'est par équipe, c'est moins bon, mais enfin, c'est toujours très bien. En 2015, en junior, ailleurs, elle est championne de France encore en vitesse et elle est 2e du championnat de France aux 500 mètres départ arrêté. Et en 2015, pour l'instant, en élite, elle a changé de catégorie, elle a grandi. 3e du championnat de France du scratch. Mais son maillot n'est pas là. Son maillot n'est pas là, mais celui de Mélissandre et d'elle-même. Mélissandre, elle a le championnat de France, elle est championne de France, elle est championne d'Europe et aussi championne du monde. Donc, non, mais on n'allait pas mettre tous les maillots. Et Marie Dufour, pour l'instant, elle n'est que championne de France. Que ça. Allez, donc, merci à toi. Alors, donc, ces 2 jeunes filles qui sont actuellement à l'INSEP, c'est l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance, l'EPC. Elles font donc partie de l'élite sportive destinée à représenter la France dans le monde. Mélissandre, qui est en 3e année de l'INSEP, se prépare et rêve maintenant aux Jeux Olympiques de Rio. Voilà. À suivre donc. J'aimerais demander, est-ce qu'elles sont passées par le collège Jean Massé? Non, je ne crois pas. Tu feras ta recherche. Bonne soirée à vous.